Alors, avec le guide Rando-Bière au Québec, c'est assez explicite. Il s'agit donc d'un guide de randonnée qui aboutissent toutes à une microbrasserie. Alors, avec 40 itinéraires dans 18 régions touristiques différentes du Québec, c'est vraiment une magnifique façon d'explorer la belle province. On a des randonnées pour tous les niveaux de difficulté, autant les adeptes de marche qui veulent faire des excursions en montagne un petit peu plus difficiles que les familles qui partent en excursion la fin de semaine dans différentes régions du Québec, qui veulent faire une belle balade avec les enfants. Tout ça aboutit à une microbrasserie où on propose une bière en particulier. Chaque randonnée fait l'objet d'une fiche très complète. Les bières aussi sont très bien présentées, les microbrasseries également. Bref, un guide très complet, très agréable, vraiment un beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Vous le connaissez, c'est un classique chez Québec Amérique depuis 30 ans. L'agenda du français pratique revient cette année pour l'édition 2022 avec une grande nouveauté. Cette fois-ci, c'est Marie-Éva Desvillers qui a conçu les exercices. Allô les libraires, je vous présente aujourd'hui deux essais qui vont paraître cet automne chez Québec Amérique. Le premier est Réjouissez-vous, une nouvelle approche scientifique qui transformera votre vie sexuelle de Émilie Nagoski, qui est une sexologue, une conférencière, une chercheure américaine. Son livre a été vendu dans plus de 17 langues à travers le monde et à plus de 300 000 exemplaires, donc c'est vraiment un hit. C'est un hit parce qu'en fait, elle traite de la sexualité féminine de façon vraiment nouvelle, complètement décomplexante, sans tabou. Elle va défaire plusieurs idées préconçues, des mythes entourant la libido, la sexualité en soi, les relations de couple aussi. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et ça s'adresse autant là, aux femmes aux novices là, de 18 ans qu'aux femmes de 98 ans. Il y en a pour tout le monde dans ce livre-là. Je pense qu'on a encore tous des choses à apprendre par rapport à la sexualité féminine, surtout traitée de cette façon-là. Donc, Émilie Nagoski va donner des explications très claires, très bien vulgarisées, mais aussi des trucs pratiques, des tests, des guides pour aider les femmes à avoir une sexualité plus épanouie. Et elle répète vraiment tout au long du livre que les femmes sont normales, ce qui est une question qui revenait beaucoup dans son cabinet de sexologue. Donc, c'est extrêmement décomplexant, ça fait du bien, c'est fait avec humour, ça se lit bien. Et c'est à mettre tant dans les mains des femmes vraiment grand public que celles de leurs partenaires. Donc, j'espère que ça sera lu beaucoup. Et ensuite, l'autre essai qui va paraître chez Québec Amérique également à l'automne, il s'agit de Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie de Gabrielle Lisa-Collard, qui est une autrice, une journaliste et une blogueuse bien connue, très suivie, très aimée. Et son livre traite d'un sujet dont on parle de plus en plus là, dans la société, la grossophobie. Et même si son blog s'adressait plutôt aux gens gros, ce livre-là s'adresse à tout le monde. Il y a vraiment une déconstruction des idées à faire au niveau de autant la grossophobie dans les différentes sphères de la société, les différentes couches de la société, là, médicale, à la télévision, dans les médias, que de notre propre grossophobie internalisée. Donc, ça peut vraiment ouvrir les yeux à tout le monde. Gabrielle, il va pas de main morte, là, comme à son habitude. C'est des textes très crus, c'est extrêmement drôle. Elle a une verve incroyable et elle nous apprend là, vraiment des trucs, je pense, qui sont importants tant pour l'image de soi que pour que ça change dans la société, puisque présentement, la grossophobie, littéralement, tue des gens. Donc, c'est super, c'est un livre super important qui s'adresse pas juste aux femmes, pas juste aux gens gros. Le but, ce serait de le mettre dans les mains de plus de gens possible parce que c'est vraiment non-genré, ça s'adresse à tout le monde. Et ce serait vraiment même très bien de le mettre entre les mains des gens de la communauté médicale parce qu'il y a un gros chapitre sur la grossophobie médicale qui est très très bien fait, qui est super bien vulgarisé. Et donc, dans le fond, si on peut mettre ça entre les mains de docteurs, infirmières, nutritionnistes, ça pourrait être franchement génial. J'espère que lui aussi, il sera lu par plein de monde. On va maintenant aborder le sujet de l'homosexualité masculine au Québec, de la Nouvelle-France à aujourd'hui.
C'est le titre de l'ouvrage à paraître dans la collection Dossiers et documents. Ouvrage qui a été écrit par le nouvel auteur québec-américain Serge Fizette. C'est un titre très intéressant parce que c'est un travail de documentation qui n'a pas été fait pas de façon aussi synthétique et de façon aussi exhaustive jusqu'à maintenant. Puis, on peut vraiment voir la transition sur la perspective, disons, populaire qui était celle qu'on avait sur l'homosexualité à travers toutes les époques dans la période donnée. Donc, on pense par exemple au début de la colonisation, c'était quelque chose qui était davantage criminalisé. Puis, là, on remonte assez vite parce que justement la documentation a été beaucoup éliminée par rapport à ça. De cette époque-là. Mais quand on arrive, par exemple, au 19e siècle, bien là, c'est devenu une identité qui a été plutôt médicalisée jusqu'à ce que les droits, les militants commencent à faire valoir leurs droits vers le milieu du 20e siècle. Puis à partir de cette période-là, bien, ça a été longtemps ostracisé. Pour moi, c'est un livre qui est incontournable et qui est essentiel aujourd'hui, qui touche beaucoup aux communautés minoritaires qui intègrent cette notion-là dans l'histoire plus globale du Québec, qui rappelle de grands oubliés qui ont été presque omis justement de ce qu'on sait de notre histoire. Puis ça tombe sous le sens que le grand Robert Lepage accepterait d'en rédiger la préface parce que c'est un ouvrage qui mérite rien de moins que l'attention des rangs et la vôtre aussi. Je vais vous toucher un mot à propos du livre Le triomphe et la chute des dinosaures, un ouvrage du paléontologue américain Steve Brusatte. C'est un ouvrage, c'est un livre qui entre dans la catégorie je ne peux pas y croire que ça n'avait pas déjà été traduit parce que ça fait quand même quelques années qu'il est paru. Il a déjà eu le temps d'avoir été traduit en 18 langues. C'est un best-seller international sur la liste du New York Times. Je ne dirais pas que ça traîne sur les tablettes parce que ça se vend comme des petits pains chauds encore, mais pour un libraire, j'ai l'impression que ça devrait être le hit caché de la saison parce que ça peut être recommandé sans réserve, littéralement. C'est un livre qui est à mi-chemin entre le récit d'enquête scientifique et l'encyclopédie, carrément. On y trouve une synthèse de pratiquement tout ce qu'on sait à propos des dinosaures à jour, en plus d'y voir un peu l'histoire des paléontologues qui ont contribué à la découverte des dernières avancées là, à propos des dinosaures. Donc, on a un peu un résumé autant de l'évolution des dinosaures, leur apogée en tant qu'espèce, jusqu'à l'élaboration de la thèse la plus réaliste à propos de leur disparition. Donc, c'est vraiment un livre qui couvre l'ensemble de ça. Et pour les fans, par exemple, de Jurassic Park, mais c'est certain que vous allez être servis. On a l'histoire des paléontologues en tant que personnages, beaucoup, tout comme les dinosaures, mais les paléontologues en tant que personnalités colorées, ça, c'est quelque chose de hallucinant dans ce livre-là. Je peux vous dire, les scientifiques tels qu'ils sont décrits dans Jurassic Park sont beige à côté de ce que vous allez lire dans ce livre-là. Donc, moi, je vous le recommande sans réserve et bonne lecture. C'est néanmoins un ouvrage essentiel que tout le monde devrait lire parce qu'on n'en parle pas assez. On commence à comprendre qu'on n'en parle pas assez, mais le sujet de la mort est essentiel dans nos vies. C'est très important et c'est énormément sous-évalué aujourd'hui. Le titre est donc « Parler de la mort ne nous tuera pas ». On va le classer dans notre collection des guides de survie, un peu ironiquement, mais de façon très appropriée parce que la mort, ça ne touche pas seulement que les personnes qui trépassent, ça touche aussi tous leurs proches, ça touche les personnes en santé. Et ce livre-là, qui n'est pas prescriptif, est un ouvrage rempli de perspectives utiles et pertinentes à propos de la mort. C'est donc un ouvrage d'introduction vraiment facile d'approche, qui sert à se préparer, qui vise aussi à surmonter le tabou de la question de la mort, qui est omniprésente dans les médias, mais
qu'on ne traite jamais dans ses implications les plus concrètes. C'est rempli de conseils utiles, de scénarios, des scénarios réels qui ont été puisés à même l'expérience de l'auteur. Ça inclut, par exemple, comment parler aux enfants, comment gérer ses médias sociaux, comment préparer son testament, quel genre d'expérience on veut en soins palliatifs. C'est pas un livre qui dit il faut faire ça, c'est vraiment un livre qui dit vous êtes-vous posé cette question-là. C'est pas toujours Jojo, mais ça reste un livre qui est écrit avec beaucoup d'empathie, quand même de l'humour. Par exemple. Je vais maintenant vous parler du prochain collectif dans la collection Débat, dirigé par Alain G. Gagnon. Ça, c'est la collection. Le collectif lui-même est dirigé par Jean-François Laniel et Joseph-Yvon Thériault, des professeurs qui sont assez ferrés dans leur domaine. Vous connaissez certainement Joseph-Yvon qui a publié déjà plusieurs ouvrages chez Québec Amérique. Il s'agit donc d'un collectif qui s'intitule Le Québec et ses autrui significatifs, qui touche à la question profonde et immémoriale de l'identité du Québec. C'est un recueil de textes qui a été produit à la suite d'un colloque et toutes les contributions ont été offertes par des professeurs, des chercheurs qui sont vraiment des sommités dans leur domaine, une foultitude de domaines. On a l'histoire, la philosophie, la sociologie, l'économie, la littérature, les arts, le théâtre. Donc, ça touche à beaucoup de sujets. C'est des livres des textes qui peuvent se lire à la pièce et indépendamment. Et ils visent à répondre à la question toute simple, dans le fond, comment s'est construite l'identité du Québec si on y réfléchit dans une perspective de réflexion par rapport à autrui. Donc, quand le Québec s'est miré dans une vision particulière de lui-même, qu'est-ce qu'il en a retiré? On pense par rapport à, par exemple, la vision que la France a du Québec, la vision que les États-Unis ont du Québec, la vision que les Québécois ont du Québec. Donc, c'est tous ces autrui-là ont contribué à façonner l'identité du Québec et c'est vraiment un plaisir de voir autant l'imagination que la science que déploient ces professeurs pour tenter d'y répondre. Qu'est-ce que l'altérité a opéré comme changement dans l'identité du Québec? Donc, je vous invite à vous plonger dans ce livre-là. Ce sera pour votre plus grand plaisir que vous allez découvrir un peu votre propre histoire pour les lecteurs québécois, bien entendu. Quand on présente Alice Roby, généralement, on se contente de deux grands axes, sa carrière absolument phénoménale dans les années 40, puis son internement forcé et sa lobotomie peu de temps après, alors qu'elle n'avait même pas 30 ans. Alice Roby, toutefois, c'est beaucoup plus que ça. C'est une carrière qui a commencé quand elle était enfant. Elle a quitté la ville de Québec à 13 ans pour lancer sa carrière à Montréal, a été partout autour du monde, presque dans sa vingtaine, sur les plus grandes scènes du monde, et a vu sa carrière brutalement interrompue lorsqu'elle a été internée pour des raisons très discutables. Ensuite, a réussi à se remettre sur pied, relancer sa carrière, jamais la carrière internationale, mais à tout le moins la carrière nationale. A été porte-parole pour la défense des problèmes de santé mentale, est devenue l'égérie de la communauté homosexuelle, est montée plusieurs fois sur la scène dans les cabarets du village gay. Bref, n'a jamais hésité à prendre la parole pour les marginaux. C'est donc une personnalité beaucoup plus complexe qu'on se plaît à le penser lorsqu'on pense à elle. Chantal Ringuet, qui est la petite nièce d'Alice Roby, a voulu aller à l'encontre de ses propres préjugés qu'elle a eus longtemps et fouiller la vie d'Alice Roby, aller vraiment découvrir l'ensemble de sa carrière, l'ensemble de sa vie personnelle, a cherché à faire vraiment un portrait exhaustif de cette femme exceptionnelle, de réhabiliter la figure d'une avant-gardiste, d'une féministe, d'une personne qui a pris la parole pour les personnes marginalisées, qui a réussi à se relever d'une lobotomie alors que malheureusement plusieurs personnes qui ont subi cette opération-là ne s'en sont jamais relevées, sont mortes ou ont passé leur vie internée parce qu'ils avaient perdu leur faculté intellectuelle ou physique.
Chantal nous offre donc non seulement une biographie, mais aussi un récit et un essai littéraire, une œuvre hybride qui nous permet vraiment d'aller explorer non seulement la vie d'Alice Roby, mais aussi son époque, les résonances qu'il y a entre hier et aujourd'hui, et toutes les raisons qui font que c'est essentiel que les gens la découvrent ou la redécouvrent, parce que Alice Roby, absolument, a été formidable. Je vais maintenant aborder le sujet de la biographie de Guy Rocher, son deuxième tome qui était assez attendu par plusieurs lecteurs, va maintenant paraître. Il est prévu à l'automne et il couvrira les années de 1963 à aujourd'hui, c'est-à-dire pour ceux qui ont suivi la suite des années du premier tome. Donc, pour ceux qui s'intéressent également justement au premier tome et qui ne l'auraient pas lu, Guy Rocher est la référence en matière de sociologie au Québec. Il est surtout connu pour sa collaboration au rapport Parent qui a mené à la création des cégeps. Guy Rocher est le dernier des survivants, appelons-le comme ça, des membres de la commission Parent. Ça a été un commissaire très influent. Mais il a également été de tous les combats. On pourrait avoir l'impression que son histoire s'arrête après le dépôt du Parent. Son histoire s'arrête. Ses contributions substantielles pourraient s'arrêter après le dépôt du rapport Parent en 1963, mais ça n'a pas été le cas du tout. Il a été de pratiquement tous les combats à partir de là, qu'il s'agisse de la crise d'octobre en 70 ou des manifestations étudiantes même de 2012, même le débat sur la laïcité, il a mis son grain de sel là-dedans. Donc, son opinion en est une qui a du poids, même si c'est quelqu'un qui opère beaucoup de façon autant dans les coulisses que dans les médias. Donc, c'est quelqu'un à l'écoute de qui on est encore beaucoup. Et l'auteur de la biographie est Pierre Duchesne. Donc, c'est également quelqu'un qu'on connaît pour avoir fait justement la biographie non autorisée de Jacques Parizeau. Ça aussi, c'est une biographie non autorisée, élaboré avec la collaboration, bien sûr, de Guy Rocher, mais il n'y a pas eu son mot à dire sur le contenu. Pierre Duchesne est journaliste, professeur à l'université, également ancien ministre. Donc, ça fait beaucoup de chapeaux à porter, mais c'est quelqu'un qui fait ses devoirs quand il s'agit de faire une biographie. Donc, il n'y aura rien d'autre d'aussi exhaustif à propos de Guy Rocher. Bien sûr, on peut lire les ouvrages de Guy Rocher lui-même, dont sa fameuse Introduction à la sociologie. Mais en ce qui concerne sa vie, sa participation à la vie publique, son flirt avec la politique et avec le rectorat de certaines universités, c'est dans ces livres-là que vous allez les trouver. Donc, le deuxième tome de la biographie de Guy Rocher apparaître cet automne en 2021. On termine avec une dernière biographie sous forme d'un beau livre en couleur et qui sera le cadeau de Noël parfait pour vos proches. Il s'agit d'une biographie tout à fait exceptionnelle sur l'artiste multidisciplinaire Paul Texlocor qui a su marquer le paysage québécois pendant plus de 60 ans. Par la multitude de photos couleurs qu'elle contient, dont plusieurs sont pleines pages et exclusives au livre, et par les nombreuses toiles et dessins de l'artiste qui y sont présentés, la bio éblouira avec toutes ses palettes et ses nuances. C'est une biographie autorisée par les ayants droit qui nous a permis d'avoir accès à un lot impressionnant d'archives. Sans leur participation, il aurait été tout simplement impossible de produire un livre aussi complet et surtout à un tel prix. L'auteur derrière cette biographie est Robert Bernier, que vous connaissez entre autres pour Un siècle de peinture au Québec. Il nous fait découvrir ici un tout autre Texlocor que l'homme de drôle et populaire que nous croyons connaître. Et oui, malgré les apparences, l'auteur, compositeur, interprète, animateur télé, animateur radio, porte-parole publicitaire et humoriste cachait bien des côtés obscurs que l'auteur présente comme des dualités. Puisque, comme les histoires qu'il aimait nous raconter et dont on ne pouvait distinguer le vrai du faux, Tex était une chose et son contraire à la fois. L'artiste nous est révélé à travers 3 grandes thématiques, sa famille, sa carrière et sa peinture. On présente ses diverses sources d'inspiration en tissant des liens et en analysant chacune de ses toiles et chansons, et sans oublier de parler de ses passions et de souligner les différentes causes qui lui tenaient à cœur. Une biographie à la hauteur d'un grand artiste dont on garde tous un excellent souvenir.